Tu veux mettre un slade dans ton combat? Et dans ta tête, c'est simple. C'est une grosse créature du chaos. Donc je vais le faire foncer, taper, hurler et improviser. Sauf que là, tu joues pas le chaos. Tu joues un sac de points de vie bizarre qui tape totalement au hasard. Un vrai slade, c'est bien plus sale que ça. Dans cette vidéo, je te montre comment jouer des slades pour casser la routine de tes combats de Donjons et Dragons. Pas en faisant n'importe quoi, mais en construisant un chaos qui a une méthode. Le malentendu. Le chaos ne veut pas dire jouer au hasard. Alors le piège avec les slades, c'est de croire que chaotique veut dire je fais n'importe quoi. Et non. À table, si tu joues vraiment au hasard, ce n'est pas du chaos intéressant, c'est juste flou. Les joueurs ne comprennent pas la menace. Et toi, tu improvises sans direction. Et le combat devient complètement brouillon. Le bon modèle mental, c'est plutôt celui-là. Un slade ne suit pas une doctrine militaire, mais il suit une impulsion claire. Il veut contaminer, dévorer, peut-être fuir ou briser une contrainte, peut-être même accomplir l'ordre qu'on lui impose par sa gemme. Mais si une occasion de briser sa laisse apparaît, il la prendra. Et dès que tu choisis cette impulsion, ton combat devient lisible. C'est là que tu fais la différence entre un monstre random et une vraie scène. Tu ne demandes pas qu'est-ce qu'il fait au hasard, tu demandes quel type de chaos il apporte. Chaos biologique, mental, social, planaire, de terrain, et tout le reste découle de ça. Rappelle-toi que le chaos n'est pas une excuse pour jouer flou, c'est une direction qui casse les habitudes de tes joueurs. Le socle, régénération et résistance magique, change le tempo. La première chose à comprendre, c'est que les slades ne donnent pas la même sensation qu'un monstre normal. D'habitude, quand tes joueurs blessent un monstre, ils ont l'impression que le combat avance dans le bon sens. Un slade, lui, casse cette sensation. La régénération change immédiatement le tempo de la scène. Tes joueurs ne peuvent pas juste se dire « Ok, on le grignote tranquillement ». Ils doivent comprendre qu'un slade qu'on laisse respirer redevient un problème rapidement. Et ça, c'est très important dans ta mise en scène. Tu ne le joues pas comme un sac à points de vie long à tuer. Tu le joues comme une menace qui récupère, se redresse et revient dans le combat. Et là, les joueurs comprennent, si on ne règle pas ça proprement, ça va durer. Quant à la résistance à la magie, elle ajoute une seconde couche. Un groupe qui a l'habitude de contrôler les combats avec un sort, une entrave ou un effet de zone, ne peut plus compter sur son confort habituel. Attention, tu ne dis pas vos sorts ne servent à rien, ce serait complètement nul. Tu dis plutôt vos sorts deviennent moins fiables, et cette nuance est essentielle, parce que les joueurs gardent du contre-jeu. Ils peuvent tenter, ils peuvent combiner, ils peuvent préparer, mais ils ne peuvent plus jouer en pilote automatique. C'est exactement ce qui casse la routine. Le slade oblige la table à sécuriser la mise à mort, à gérer la pression, et à ne pas laisser un monstre blessé sortir du champ de bataille pendant 2 rounds. L'erreur classique, c'est d'utiliser la régénération comme une punition silencieuse. Tu coches les points de vie dans ton coin, et les joueurs ont juste l'impression que le combat traîne. Le bon usage, c'est de la rendre visible. La régénération doit être une information dramatique. Les joueurs doivent sentir qu'ils ont appris quelque chose. Autre erreur, jouer la résistance magique comme un non permanent. Non, tu la joues comme une difficulté de lecture. Les sorts peuvent marcher, mais quand ils ratent, tu décris une réalité qui se déforme ou encore un corps qui rejette la magie. Ainsi, la régénération et la résistance magique ne servent pas à rallonger le combat, elles servent à empêcher les joueurs de dérouler leur routine. Slade rouge, la brute qui laisse une horloge dans le corps. Le slade rouge, c'est probablement le plus simple à comprendre et, paradoxalement, l'un des plus faciles à mal jouer. Parce que si tu le joues comme un monstre rouge qui a 3 attaques, il devient juste une brute de plus. Un sac de violence, un truc qui mord, qui griffe, qui prend des dégâts puis qui tombe. Alors que son vrai rôle est beaucoup plus sale. Le slade rouge ne cherche pas seulement à blesser, il cherche à laisser une suite. Son combat n'est pas pensé comme une fin, son combat est pensé comme un début de problème. Et c'est bien ça que tu dois faire comprendre à ta table. Quand un slade rouge entre dans une scène, la question n'est pas seulement est-ce qu'on va survivre au combat, la vraie question c'est qu'est-ce qui va nous laisser avant de tomber. Parce que ces griffes ne sont pas de simples griffes. Sur un humanoïde, elles peuvent implanter un œuf. Et là, d'un coup, la blessure devient une horloge biologique. Donc, en combat, tu le joues direct, brutal, presque animal, mais pas idiot. Il veut du contact, il veut atteindre des humanoïdes, il veut multiplier les coups de griffe, et surtout, il veut rester assez longtemps en corps à corps pour transformer une attaque réussie en menace future. La morsure fait mal, oui, mais les griffes sont le vrai cœur de son identité. C'est là qu'il faut que ton jeu change. Tu ne répartis pas ses attaques au hasard, juste pour faire agir le monstre. Tu ne fais pas une griffe sur le guerrier, une griffe sur le rôdeur, puis une morsure sur quelqu'un d'autre parce que ça fait joli. Non, le slade rouge doit donner l'impression qu'il cherche à contaminer. Il choisit une cible accessible, il s'impose au contact, il force le groupe à répondre vite, et s'il sent qu'une cible est isolée, coincée ou obligée à tenir la ligne, il insiste.
Pas parce que ça fait un calcul militaire parfait, mais parce que son instinct le pousse vers la reproduction chaotique. C'est une bête de contamination, donc sa tactique est très claire. Il entre, il colle, il griffe, il régénère, et il recommence tant qu'on ne l'arrête pas. La régénération est importante ici. Elle n'est pas là pour rallonger la scène. Elle explique pourquoi le Slade rouge peut accepter un échange violent. Là où un autre monstre hésiterait, lui avance. Il prend des coups, il saigne, puis sa chair se referme, mal, trop vite, comme si son corps refusait de suivre une logique normale. Et les joueurs comprennent. Si on le laisse respirer, il revient. C'est là que le Slade rouge casse la routine. Un monstre classique pousse souvent les joueurs à se demander comment on survit à ces dégâts. Le Slade rouge, lui, pose une toute autre question. Combien de griffures est-ce qu'on accepte avant que la victoire devienne un problème? Et cette question est beaucoup plus intéressante. Mais pour que ça fonctionne, tu dois rendre la contamination compréhensible. Pas forcément en révélant immédiatement toute la mécanique, mais tu dois faire sentir que la griffure n'est pas normale. Tu peux décrire une plaie qui chauffe trop vite, une douleur qui reste profonde, même après le soin, ou alors une sensation de pression sous les côtes. Peut-être que la chair se referme en surface, mais pas en dessous. En gros, un malaise qui ne ressemble pas à une simple blessure. Tu ne dis pas forcément « il y a un œuf dans ton corps », mais tu dis « ce coup-là n'a pas laissé une blessure ordinaire ». Et ça change tout. Parce que tes joueurs commencent à prendre le monstre au sérieux autrement. Ils ne voient plus seulement un ennemi à tuer, ils voient un risque qu'il faut empêcher de toucher. Et là, tu donnes du contre-jeu. Le groupe peut le repousser, le ralentir, le forcer à changer de cible ou protéger celui qui a déjà été griffé. La scène devient tactique parce que le danger est lisible. Si le Slade rouge arrive au contact, c'est grave. S'il reste au contact, c'est pire. S'il griffe plusieurs fois un humanoïde, le combat risque de continuer bien après la fin du combat. Et c'est là que tu obtiens ton effet Slade. Même si les personnages joueurs gagnent, ils ne sortent pas totalement rassurés. Ils ont survécu, oui, mais ils doivent vérifier les plaies, chercher un guérisseur, comprendre ce qu'il y a dans le corps, décider s'ils continuent la mission ou s'ils changent de priorité. Ça, c'est beaucoup plus fort qu'un monstre qui tape juste fort. Mais pour obtenir cet effet, il y a certaines erreurs à éviter. Première erreur, jouer le Slade rouge comme un berserk suicidaire. Oui, il est brutal, mais sa brutalité a une fonction, contaminer. Deuxième erreur, oublier les humanoïdes. Si tu le fais taper n'importe quelle créature comme si tous se valaient, tu perds son identité. Troisième erreur, cacher totalement l'œuf. Le mystère, oui. Le piège invisible qui tombe 3 séances plus tard sans signe, non. Quatrième erreur, ne rien faire de l'après. Si l'infection ne devient jamais un choix, une urgence, une décision ou une conséquence, alors tu as gaspillé le meilleur du Slade rouge. Pense que le Slade rouge doit laisser une marque, pas seulement sur la fiche du personnage, mais dans la tête de tes joueurs. Et pour ça, rappelle-toi que le Slade rouge ne gagne pas seulement quand il blesse. Il gagne quand une griffure devient une horloge. Slade bleu, le broyeur qui détruit ta sécurité après le combat. Le Slade bleu ressemble pas mal au rouge, mais il ne produit pas la même peur. Le rouge laisse un œuf. Le bleu, lui, installe le chaophage. Et cette différence change complètement ta manière de jouer. Le Slade bleu est plus brutal dans sa sensation immédiate. Il frappe lourd, il colle au contact, il peut broyer une cible avec une violence très directe. Mais encore une fois, si tu le réduis à ses dégâts, tu rates le monstre. Le vrai danger du Slade bleu, c'est qu'il attaque la sécurité du groupe. Dans beaucoup de combats de Donjons et Dragons, les joueurs acceptent de prendre des dégâts parce qu'ils savent qu'après, on les soigne. On dépense quelques ressources, on fait une pause, on repart. Le Slade bleu, lui, vient casser cette habitude. Avec le chaophage, la blessure n'est pas seulement une perte de points de vie, c'est une dégradation. Une menace qui peut empêcher de récupérer correctement, réduire la vitalité et transformer le corps en futur Slade si personne ne règle le problème. Donc son rôle n'est pas exactement le même que celui du rouge. Le rouge dit « j'ai peut-être laissé quelque chose en toi ». Le bleu dit « ton corps ne fonctionne plus comme avant ». Et ça à table, c'est très fort. En combat, le Slade bleu doit être joué comme une pression de contact qui cherche à faire paniquer les soigneurs. Il veut atteindre une cible qui compte. Un humanoïde déjà blessé ou un personnage que le groupe s'attend à relever plus tard. Peut-être un combattant qui pense pouvoir encaisser. Ou encore un lanceur de sorts fragile. Mais surtout, il cherche une cible sur laquelle ses griffes vont changer l'après-combat. Il ne veut pas juste gagner l'échange de baffes. Il veut faire en sorte que le groupe se dise « on ne peut pas juste soigner et repartir ». Sa routine est simple. Il entre au contact, il impose sa masse, il mord pour maintenir la pression, puis il multiplie les griffures. Et comme pour le rouge, les griffes doivent être mises en avant dans ta narration. Tu peux décrire des plaies qui ne saignent pas normalement, une chair qui se creuse, ou peut-être une fatigue soudaine. Tu n'as pas besoin de faire un cours de règles au moment de l'attaque. Tu dois juste faire comprendre, ce coup-là a abîmé quelque chose de plus profond. Le Slade bleu doit donner une impression très précise. Si on le laisse trop longtemps en contact,
il ne va pas seulement nous faire mal, il va nous empêcher de nous remettre. Et c'est pour ça qu'il cible très bien les personnages qui comptent sur l'endurance. Le guerrier qui dit « t'inquiète, je tank ». Le barbare qui accepte de prendre des coups. Le paladin qui pense pouvoir encaisser puis se soigner. Le groupe qui se resserre en se disant « on gère ». Contre un Slade bleu, cette logique devient dangereuse. Parce que le problème n'est pas seulement de tomber à zéro. Le problème c'est de sortir vivant, mais diminué. Et ça te donne un combat beaucoup plus tendu. Le groupe doit se demander, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de se laisser griffer encore? Est-ce qu'on doit reculer? Est-ce qu'on doit tout concentrer maintenant? Est-ce qu'on protège la cible blessée ou est-ce qu'on accepte le risque? Le Slade bleu est donc une brute, oui. Mais c'est une brute qui attaque la ressource la plus rassurante du groupe, la récupération. Pour le rendre juste, tu dois rendre cette menace lisible. Après une griffure, tu décris quelque chose d'anormal. Après plusieurs griffures, tu montres que le corps ne répond plus normalement. Un soin peut refermer la peau, mais pas faire disparaître le malaise. Un repos peut sembler moins réparateur. Un guérisseur peut comprendre que ce n'est pas une plaie ordinaire. Il faut que la table sente on doit traiter ça. Sinon, le chaophage devient juste une ligne punitive dans le bloc de stats. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Tu veux transformer le chaophage en moteur de décision. Est-ce qu'on continue alors qu'un personnage joueur se dégrade? Est-ce qu'on abandonne la poursuite? Est-ce qu'on retourne au village en risquant que l'infection progresse? Est-ce qu'on expose les autres? Est-ce qu'on comprend trop tard que la transformation est possible? C'est là que le Slade bleu devient mémorable. Parce qu'il ne fait pas juste peur pendant le combat, il menace la suite de l'aventure. Mais pour obtenir cet effet, tu dois éviter ces erreurs. Première erreur, le jouer comme un Slade rouge bis. Le rouge, c'est une horloge d'incubation. Le bleu, c'est une destruction de la récupération et de l'intégrité du corps. Deuxième erreur, disperser ses attaques. Le bleu doit donner l'impression qu'il broie une cible, qu'il insiste, qu'il veut rendre quelqu'un vraiment problématique à sauver. Troisième erreur, ne pas faire sentir le phage. Si les joueurs ne voient que les dégâts, ils ne comprendront pas pourquoi ce Slade est spécial. Quatrième erreur, en faire un combat d'usure mou. Le bleu doit être violent, direct, oppressant. Il entre, il force la réponse et il transforme chaque round au contact en mauvaise nouvelle. En gros, le Slade bleu ne cherche pas seulement à blesser, il cherche à rendre la guérison incertaine. Slade vert, le chaos devient intelligent. Le Slade vert est le premier grand piège pour un MJ, parce qu'on peut avoir envie de le jouer comme un Slade rouge ou bleu avec quelques sorts en plus. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le Slade vert n'est pas juste une brute améliorée, c'est le moment où le chaos commence à penser. Il peut changer d'apparence, il peut passer pour un humanoïde, il peut détecter la magie, il peut lire les pensées, il peut devenir invisible, il peut faire peur, il peut punir une formation avec le feu. Donc son combat ne devrait pas commencer par « vous voyez un Slade vert, initiative ». Son combat devrait commencer avant que les joueurs sachent que c'est un Slade. Le vert est parfait pour l'infiltration. Un conseiller trop calme, un survivant qui répond trop bien, ou un garde qui sait des choses qu'il ne devrait pas savoir, un prisonnier qui ne réagit pas comme les autres. Peut-être qu'il s'agit d'un voyageur qui pose trop de questions sur les objets magiques du groupe. Il n'a pas besoin d'un grand plan complexe, il a juste besoin d'observer. Et grâce à ses capacités, il observe mieux qu'un monstre ordinaire. Il peut repérer la magie, sentir qui ment, et il peut aussi choisir le bon moment pour casser la scène. C'est ça son vrai rôle. Il transforme une situation stable en rupture. En combat, le Slade vert ne doit pas seulement se demander qui est-ce que je frappe, il doit se demander quelle habitude du groupe est-ce que je veux dérégler. Il se regroupe toujours autour du tank? Très bien. Je punis le groupe avec une zone. Il protège toujours le mage derrière? Parfait. Il devient invisible et oblige la ligne arrière à paniquer. Il compte sur le contrôle? Pas de problème. Il profite de sa résistance magique et force le contact. Il reste très serré pour se soutenir? Pas de souci. Il déclenche la peur ou le feu au moment où ça fait le plus mal. Le vert est très intéressant parce qu'il peut alterner. Il n'est pas coincé dans un seul registre. À distance, il harcèle et perturbe. Au contact, il reste dangereux. Invisible, il se repositionne. Avec la peur, il casse le groupe. Avec le feu, il punit les mauvaises formations. Mais attention, intelligent ne veut pas dire omniscient. Tu dois lui donner une logique lisible. Il a observé le groupe, il a repéré le soigneur, il a entendu les personnages joueurs parler de leur plan, il a senti la magie. Comme ça, quand il agit, les joueurs ne se disent pas « le MJ nous contre parce qu'il connaît nos fiches ». Ils se disent « le monstre nous a lus ». Et ça, c'est beaucoup plus fort. Mais plus une révélation est puissante, plus elle doit être jouable. Sinon, tu crées pas de l'attention. Tu crées juste une surprise que tes joueurs subissent. Ainsi, le contre-jeu doit exister. Un Slade vert peut trahir son déguisement. Il peut employer un mot trop précis. Ou réagir trop vite à une pensée non exprimée. Fixer un objet magique, peut-être qu'il évite un symbole, ou encore, il s'intéresse à une formation de combat avant même que le danger ne soit déclaré. Ces détails donnent aux joueurs une chance de sentir que quelque chose ne va pas. En combat,
Tu dois aussi éviter l'erreur du Slade couteau suisse. Il ne doit pas tout savoir tout le temps. Choisis donc une doctrine pour la scène. Slade vert infiltrateur, il prépare une trahison. Et il frappe quand la formation est mauvaise. Slade vert perturbateur, il utilise la peur, l'invisibilité et le feu pour casser le rythme. Slade vert meneur de petites brutes, il laisse rouge et bleu occuper le front pendant qu'il rend les réponses du groupe moins propres. Une scène, une fonction dominante. C'est ce qui évite le chaos brouillon. Le Slade vert est excellent pour casser la routine parce qu'il attaque le confort mental des joueurs. Il croit avoir identifié le danger, il croit savoir où est le front, il croit que le combat commence maintenant, et lui leur répond non, le combat a commencé quand je suis entré dans votre conversation. Mais cette idée ne marche que si tu évites ces erreurs. Première erreur, le révéler trop tôt. Si tu montres immédiatement le Slade, tu perds l'infiltration. Deuxième erreur, oublier ses sorts et le jouer comme une brute. S'il ne perturbe pas, autant utiliser un rouge ou un bleu. Troisième erreur, tout utiliser sans intention. Un sort n'est pas là pour faire joli, il doit casser une habitude précise. Quatrième erreur, ne pas donner d'indices. Un infiltrateur sans indice, c'est juste une tricherie. Un infiltrateur avec des fissures, c'est une scène mémorable. Donc pour faire simple, le Slade vert ne gagne pas parce qu'il tape plus fort, il gagne parce qu'il comprend le groupe avant que le groupe ne le comprenne. Slade gris, l'identité est une arme. Alors le Slade gris, c'est le profil où tu peux vraiment faire basculer la rencontre dans autre chose qu'un combat frontal. Avec lui, le chaos n'est pas seulement biologique, il devient social, magique, presque stratégique. Le Slade gris peut être invisible, il peut prendre une apparence humanoïde, il peut servir de garde de portail, il peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, il peut frapper avec une arme magique, il peut voler, inspirer la peur, projeter des illusions, puis disparaître si la situation tourne mal. Donc le pire usage possible, c'est de le poser au milieu d'une salle et de dire « Voilà le monstre !» Le Slade gris fonctionne mieux quand les joueurs ne savent pas encore exactement ce qu'ils affrontent. Il peut être une sentinelle invisible à l'endroit où les personnages joueurs se croient en transition, à côté d'un portail, ou dans une antichambre, dans un couloir entre deux zones, ou dans un lieu où les joueurs baissent naturellement la garde. Il peut aussi être un faux visage, un PNJ important, un mage, un garde, ou encore une silhouette connue, quelqu'un dont l'apparence crée une hésitation. Et cette hésitation, c'est déjà une arme. Parce que si les joueurs perdent quelques secondes à se demander « Est-ce que c'était vraiment lui ?», le Slade gris a déjà commencé à gagner le tempo. Son but n'est pas forcément de tuer tout le monde. Son but peut être de garder un passage, d'exécuter un ordre, de protéger un maître, etc. Et c'est là qu'il devient très intéressant. Le Slade gris peut être une arme contrôlée. S'il possède une gemme de contrôle dans son histoire, le combat change immédiatement de nature. Les joueurs ne se battent plus seulement contre le monstre, ils se battent contre la personne qui tient la laisse. Et là, tu peux donner à la rencontre un objectif alternatif. Voler la gemme, détruire la gemme, comprendre qui contrôle le Slade, rompre la contrainte ou au contraire, empêcher quelqu'un d'autre de le libérer. Le Slade gris devient alors plus qu'un ennemi, il devient un levier de scénario. En combat, il doit être mobile dans sa logique. Il n'a pas besoin de rester planté au contact. Il peut frapper très fort, puis se repositionner. Il peut devenir invisible pour casser le verrouillage. Il peut utiliser la peur pour briser une ligne. Il peut voler pour sortir d'une zone dangereuse. Il peut utiliser l'illusion pour créer une erreur de lecture. Mais comme toujours, il faut choisir une fonction dominante. Pour le Slade gris sentinelle, il est invisible, placé sur un seuil, il frappe ceux qui approchent. Pour le Slade gris imposteur, il utilise son identité comme première attaque. Alors que le Slade gris garde du corps, lui, protège un maître et révèle l'existence d'une gemme. Un Slade gris prisonnier, lui, est contenu. Mais le moindre geste imprudent peut libérer le carnage. Tu vois, chaque version donne une scène différente. Et chacune casse la routine d'une façon précise. Mais plus tu joues avec l'invisibilité, le déguisement ou la fausse identité, plus tu dois laisser aux joueurs une prise sur la scène. Sinon, le Slade gris ne devient pas inquiétant, il devient juste injuste. Et c'est pour ça que le contre-jeu est donc essentiel. Une invisibilité laisse des signes, une imposture laisse des incohérences, un Slade contrôlé laisse voir sa contrainte, un prisonnier laisse voir le cercle, les sauts ou les avertissements. Tes joueurs doivent pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose à lire. Sinon, le Slade gris devient juste une surprise injuste. Ce que tu veux, c'est qu'ils se disent après coup « on aurait pu voir ». Un courant d'air qui n'a pas de source, une poussière qui se déplace près d'un portail, un faux PNJ qui connaît trop bien un détail, une créature qui obéit à un ordre en tremblant de rage, un maître qui protège un pendentif plus que sa propre vie. Ces indices rendent la scène jouable. Et ensuite, tu peux frapper fort, parce qu'un Slade gris doit être dangereux quand le masque tombe. Il devient visible au moment de l'attaque, il brise l'illusion, il abandonne sa fausse voix, il passe du calme étrange à une violence immédiate. Et là, les joueurs comprennent. Le danger était déjà dans la pièce. Mais cette révélation ne doit pas donner l'impression que le MJ a juste sorti un piège invisible.
Elle doit récompenser les indices que tu as semés avant. Une incohérence, une trace, un comportement étrange, un détail qui ne collait pas. Les erreurs à éviter sont donc les suivantes. Première erreur, le jouer comme une brute visible dès le départ. Si tu fais ça, tu perds son identité. Deuxième erreur, confondre surprise et absence d'information. Un bon piège a des signes. Un mauvais piège tombe du plafond. Troisième erreur, oublier son objectif. Un Slade gris ne se bat pas toujours jusqu'à la mort. Il peut garder, frapper, fuir, obéir, chercher sa gemme ou semer le chaos. Quatrième erreur, négliger la gemme. Si tu utilises la gemme de contrôle, elle doit être jouable, pas cachée dans une note que personne ne trouve. Donc pour un Slade gris, le premier danger n'est pas sa lame, c'est le moment où les joueurs réalisent qu'ils ne savaient pas qu'il était dans la pièce. Si ces vidéos t'aident à rendre tes monstres vraiment mémorables, n'oublie pas de t'abonner, liker et dis-moi en commentaire quel monstre tu veux lors des prochaines vidéos. Slade funeste, le boss instable qui transforme le champ de bataille en crise. Le Slade funeste, tu ne dois surtout pas le jouer comme le plus gros Slade, ce serait trop faible pour lui. Un Slade funeste, c'est une catastrophe qui a appris à donner des ordres. Pas une armée disciplinée, pas un général propre, pas un chef noble du chaos, une tyrannie instable. Il peut commander des rouges et des bleus, il peut terroriser des serviteurs, il peut régner par peur, il peut négocier par intérêt, il peut trahir dès que son intérêt change, et s'il est contrôlé par une gemme, il peut détester tout ce qu'il est forcé à faire, tout en restant extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'un Slade funeste ne devrait presque jamais être seul. Un Slade funeste seul perd une grande partie de son intérêt. Parce que toute la table comprend immédiatement quoi faire. Le verrouiller, le contrôler et concentrer toute la pression sur lui. Alors que son vrai potentiel, c'est de transformer tout le champ de bataille en crise. Il doit avoir des serviteurs, des créatures qui paralysent, des brutes qui capturent, des rouges et des bleus qui contaminent, des menaces cachées dans le terrain, des captifs, un portail, une gemme, une sortie, une raison de négocier et une raison de fuir. Le funeste n'est pas seulement l'ennemi, il est le centre d'un système instable. Et ça change la manière de construire la rencontre. Tu ne prépares pas juste le boss attaque, ronde 1, tu prépares plusieurs pressions simultanées. Une menace au front, une menace sur les captifs, une menace dans le terrain, une menace dans la négociation, une menace liée à la gemme ou à la fuite planaire. Et les joueurs doivent choisir ce qu'ils traitent en premier. C'est là que le Slade funeste devient excellent, parce qu'il n'a pas besoin d'être le plus fort à chaque seconde. Il gagne parce que tout autour de lui, ça part en vrille. Il peut ouvrir avec la parole, une communication télépathique, une proposition, un mensonge, une promesse de liberté, un marché qu'il ne respectera peut-être pas. Puis il peut casser la scène. Peur pour disperser, du feu pour punir un regroupement, un nuage mortel pour transformer une zone en problème, le vol ou l'invisibilité pour se repositionner, voire même un changement de plan s'il a une vraie raison de fuir. Et surtout, il peut abandonner ses propres serviteurs. Ça, c'est très important. Un Slade funeste ne doit pas être loyal comme un commandant militaire. Il utilise les autres comme des outils. S'il doit sacrifier une ligne de serviteurs pour gagner une minute, il le fait. S'il doit quitter le champ de bataille pour préserver sa liberté, il le fait. S'il peut pousser les personnages joueurs à détruire sa gemme ou à renverser son maître, il essaiera. Le chaos du funeste est politique autant que tactique. Ses serviteurs peuvent avoir peur de lui. Certains peuvent hésiter, certains peuvent espérer qu'il tombe. Certains peuvent continuer à obéir parce qu'ils n'imaginent pas survivre autrement. Et là, tu t'ouvres des options magnifiques à table. Les joueurs peuvent tuer le boss, ou briser son emprise, voire exploiter la peur de ses serviteurs, ou encore voler la gemme. Peut-être négocier avec une créature qui ment, mais qui veut vraiment quelque chose. Ou alors provoquer l'effondrement de la faction sans tuer tout le monde. Et c'est là que le Slade funeste devient intéressant. Il ne propose pas seulement un combat plus dur, il propose une situation instable. Un boss classique demande souvent « Est-ce que vous pouvez le vaincre ?» Un Slade funeste réussi demande plutôt « Qu'est-ce que vous êtes prêt à libérer, sacrifier ou trahir pour survivre à ce chaos ?» Et pour le rendre juste, tu dois rendre ses tensions visibles. S'il veut fuir, montre-le. Il regarde le portail, il parle aux limbes, il s'intéresse à sa gemme plus qu'à son trône. S'il règne par la peur, montre-le. Ses serviteurs baissent les yeux, ils tremblent quand il parle, ils obéissent trop vite. Ils ne le défendent pas par amour, mais par terreur. S'il est contrôlé, montre-le. Il obéit à un ordre qui le met en rage. Il change de posture quand son maître touche la gemme. Il promet trop vite une récompense à ceux qui pourraient l'aider. Le funeste doit être dangereux mais lisible. Parce que si tout part en vrille sans que les joueurs comprennent les leviers de la scène, tu ne crées pas un boss chaotique, tu crées juste une confusion générale. Et pour éviter cela, voici les erreurs récurrentes à ne pas répéter. Première erreur, le faire combattre seul. Il perd son identité de commandant de catastrophe. Deuxième erreur, le faire rester au centre jusqu'à mourir. Un Slade funeste doit être opportuniste, pas héroïque. Troisième erreur, oublier les outils alternatifs. Si la seule solution est descendre ses points de vie, tu as raté la richesse du profil. Quatrième erreur, rendre le chaos trop aléatoire. Le funeste doit créer une crise
complexe, pas une loterie incompréhensible. Et pour rappel, le Slade funeste est parfait quand le combat ressemble à une négociation qui dégénère. C'est une crise entière avec des dents, des serviteurs, une gemme et une porte de sortie. Le terrain chaotique. Le Slade ne devrait jamais être seul dans une salle neutre. Si tu veux vraiment casser la routine, arrête de poser tes Slades au milieu d'une pièce carrée. Le Slade est une créature de rupture, donc son terrain doit lui permettre de rompre quelque chose. La ligne de vue, la formation, la gravité, la sécurité, la logique du lieu, la confiance dans ce qui est visible. Un bon terrain de Slade, ce n'est pas forcément compliqué. C'est un terrain qui a une anomalie active. Un portail instable, une faille planaire, un sol qui pulse, etc., etc., etc. Le terrain sert à traduire l'idée. Ici, la réalité n'est pas fiable. Et surtout, il donne au Slade des fenêtres tactiques. Un rouge ou un bleu utilise le terrain pour atteindre les humanoïdes et propager l'infection. Un vert utilise les couverts et les lignes de vue pour alterner sort et contact. Un gris utilise l'invisibilité, les seuils, les portails, les angles. Un funeste utilise le terrain comme une scène de boss. Serviteur, menace cachée, zone dangereuse, sortie planaire. Le bon exemple de logique, c'est le terrain qui contient déjà une menace cachée. Les joueurs parlent au Slade, ils pensent que le monstre visible est le problème. Mais sous l'eau, sous la boue, derrière la faille, dans le cercle, il y a autre chose. L'ennemi visible n'est pas toute la menace. C'est ça qui casse la routine. L'erreur serait de faire du terrain chaotique un générateur de hasard injuste. À chaque round, un effet aléatoire débile. Non, le chaos doit être compréhensible après coup. Les joueurs doivent pouvoir apprendre, éviter la zone, fermer le portail, etc., etc., etc. Donc tu peux faire étrange, oui. Tu peux faire instable, oui. Mais tu ne fais pas illisible. Pense simplement que le terrain d'un Slade doit dérégler le combat, pas remplacer tes décisions de MJ par du hasard. La gemme de contrôle. Le meilleur combat n'est pas toujours celui où on le tue. Alors la gemme de contrôle, c'est un cadeau pour le MJ. Parce qu'elle transforme un Slade en autre chose qu'un bloc de points de vie. Elle en fait une arme, un prisonnier, une bombe tenue en laisse ou une opportunité tactique. Et tout de suite, ton combat devient plus intéressant. La question n'est plus seulement comment on tue le Slade, la question devient qui tient la laisse. Si un archimage possède la gemme, le Slade peut être un garde du corps invisible. Si un tyran contrôle un funeste, tout un territoire peut obéir à un roi qu'il déteste. Si la gemme est cachée quelque part dans le donjon, le vrai objectif n'est peut-être pas de gagner l'échange de dégâts, mais de comprendre l'indice, trouver la gemme et changer la logique du champ de bataille. C'est là que tu fais une scène vraiment forte. Imagine, les joueurs affrontent un Slade gris invisible, violent, presque impossible à raisonner. Puis il réalise que ce n'est pas son plan. Il obéit. D'un coup, le combat prend une autre couleur. Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on l'exploite? Est-ce qu'on le libère? Est-ce qu'on vole la gemme? Ou est-ce qu'on coupe la chaîne au risque de lâcher une catastrophe? Ça, c'est du pur JDR. Et c'est exactement ce qui rend les Slades intéressants. Ils peuvent être à la fois une menace et un levier. Mais le contre-jeu doit être clair. Tu ne balances pas « Ah, il avait une gemme !» Dommage. Tu poses des signes. Un ordre auquel il obéit malgré lui. Une rage tournée contre son maître. Une hésitation quand quelqu'un touche un pendentif. Un indice cryptique du genre « Seul un bijou peut dompter la grenouille ». Un ennemi qui protège plus un objet que sa propre vie. Les joueurs doivent pouvoir comprendre qu'il y a une clé. L'erreur classique, c'est de cacher la gemme comme un secret impossible. Dans ce cas, elle ne sert à rien. La bonne version, c'est de faire de la gemme un objectif risqué, mais lisible. Et là, tu obtiens une rencontre où le guerrier, le voleur, le magicien, le prêtre, tout le monde peut avoir un rôle. Pas seulement faire des dégâts, comprendre, atteindre, extraire, détruire, négocier. Pour résumer, avec une gemme de contrôle, le vrai point faible du Slade n'est pas toujours son corps, c'est sa laisse. Tétard, infection et évolution. Le Slade est un problème qui empire si tu le laisses tranquille. Les Slades sont parfaits pour casser la routine parce qu'ils ne sont pas seulement des ennemis, ils sont des processus. Un œuf implanté, un phage, un tétard caché, une transformation future, une créature qui devient pire si personne ne s'en occupe. Et ça, c'est beaucoup plus fort qu'un combat normal. Un combat normal dit régler le problème maintenant. Un Slade dit si vous ne comprenez pas ce problème maintenant, il reviendra avec une gueule plus grande. Le tétard en est l'exemple parfait. Ce n'est pas forcément une grande menace tactique au moment où il apparaît, mais sa vraie force, c'est le temps. Si on le laisse, il devient autre chose. Et donc les joueurs doivent hiérarchiser. On poursuit le grand méchant? Ou on règle ce problème biologique avant qu'il devienne un Slade bleu? On garde le corps infecté ou on le brûle? On cherche un remède ou on confie ça à quelqu'un d'autre? C'est là que les Slades deviennent excellents pour une campagne. Ils laissent des conséquences derrière eux. Et surtout, ils changent le type de jeu. Combat, horreur biologique, enquête, quarantaine, dilemme moral, urgence médicale. Pour le rendre jouable,
tu dois rendre l'évolution visible. Symptômes, déformations, notes du laboratoire, rumeurs d'une naissance monstrueuse, cadavres éclatés, témoins traumatisés. Tu ne veux surtout pas que tes joueurs découvrent trop tard qu'ils étaient dans une horloge. Tu veux qu'ils sentent l'horloge, même s'ils ne savent pas encore lire l'heure. L'erreur, c'est de jouer l'infection comme un piège de règles. La bonne version, c'est de la jouer comme une pression scénaristique. Les joueurs doivent avoir des options. Chercher un soin, isoler, traquer le tétard, etc. etc. Rappelle-toi surtout qu'un SLAD ne laisse pas seulement des cadavres, il laisse des problèmes qui grandissent. Comment jouer le chaos sans frustrer tes joueurs? Beaucoup de MJ entendent SLAD égale chaos et se disent ok, donc je peux faire n'importe quoi. Non, un bon chaos est lisible dans ses effets, même s'il est imprévisible dans sa forme. Tes joueurs doivent pouvoir dire je ne sais pas exactement ce qui allait arriver, mais je comprends pourquoi c'est arrivé. Ça, c'est la frontière entre fun et frustration. Donc tu donnes 3 règles. Première règle, chaque élément chaotique doit avoir une fonction. La faille planaire déplace. Un portail amène une menace. La régénération force à finir rapidement. L'infection crée une horloge. La gemme donne un objectif alternatif. Et si l'élément ne sert qu'à faire bizarre, coupe-le. Deuxième règle, chaque chaos doit avoir un contre-jeu. Fermer la faille, stabiliser le cercle, trouver la gemme, repérer l'invisible, isoler l'infecté. Les joueurs doivent pouvoir apprendre, puis répondre. Troisième règle, le chaos doit changer les décisions. Pas voler les décisions. Tu ne veux pas, vous êtes téléporté au hasard, tant pis. Tu veux le portail pulse. Vous pouvez rester groupés, mais perdre du temps, ou traverser vite et risquer d'être séparés. C'est ça le bon design. Le chaos propose un prix, et les joueurs choisissent s'ils le paient. Mais ce choix ne fonctionne que si la table comprend ce qui est en jeu. Ils peuvent être surpris par la forme du chaos, oui, mais ils doivent sentir le risque avant de se jeter dedans. Et pour cela, évite ces erreurs fréquentes. Trop d'effets aléatoires, trop de règles cachées, pas assez de signes avant que le danger n'arrive, pas d'objectif clair et un monstre qui fait tout le temps et sans logique. Le correctif est simple. Donne à chaque combat de SLAD une forme dominante de chaos. Combat rouge, contamination. Combat bleu, soin impossible et transformation. Combat vert, infiltration plus magie de rupture. Combat gris, invisibilité plus identité mensongère plus fuite. Combat funeste, boss instable plus serviteur plus terrain qui trahit. Une forme principale, une complication secondaire et un contre-jeu visible. Et surtout, pense qu'un chaos réussi ne retire pas le contrôle aux joueurs. Il les force à choisir plus vite et avec moins de confort. Variante par tiers de niveau. Comment adapter les SLAD sans perdre le chaos? Alors les SLAD sont dangereux à tous les niveaux, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est exactement là que beaucoup de MJ se trompent. Donc le bon réflexe, ce n'est pas de te demander quel SLAD est équilibré pour mon groupe, c'est de te demander quelle forme de chaos mon groupe peut gérer à ce niveau. Parce que c'est ça le vrai curseur. Pas juste les dégâts, la quantité de chaos que la table peut lire, encaisser et retourner à son avantage. À bas niveau, tu dois faire très attention. Pas parce que les SLAD sont injouables, mais parce que leur identité peut devenir trop punitive si tu appuies trop fort. La régénération, la résistance à la magie, les attaques multiples, la contamination et la transformation future. Pour un groupe bas niveau, tout ça peut vite donner l'impression que le MJ a posé un problème trop grand pour eux. Donc à ce palier, tu ne dois pas chercher à faire un gros combat de SLAD. Tu dois plutôt faire sentir que les SLAD sont une catastrophe qui commence. Le bon modèle, c'est l'alerte biologique. Un tétard qui vient d'éclore, un cadavre suspect, un laboratoire où les bocaux sont brisés, un SLAD rouge aperçu trop tard qui n'a pas besoin de tuer tout le groupe pour laisser une horloge derrière lui. À ce niveau, le combat n'est pas forcément le cœur de la menace. Le cœur de la menace, c'est est-ce qu'on comprend assez vite ce qui est en train de naître? Le tétard est excellent pour ça. Il n'a pas besoin d'être tactiquement génial, il est rapide, inquiétant, dégoûtant, et surtout, il représente une promesse. Si vous laissez ce problème tranquille, il va devenir pire. C'est exactement ce qu'il faut pour une table bas niveau. Une menace simple, lisible, mais avec des conséquences. Si tu utilises un SLAD rouge à ce palier, il faut le faire avec parcimonie. Tu ne le joues pas comme un boss à abattre dans une arène, tu le joues comme une apparition brutale. Il surgit, il griffe, il contamine peut-être, ou il est achevé difficilement. Mais le vrai sujet, c'est l'après. La plaie, les symptômes, la peur, la recherche d'un soin. Le choix entre continuer la mission ou traiter l'urgence. À bas niveau, tu veux que les joueurs se disent « on a survécu », mais on n'est pas sûr d'avoir gagné. Et c'est parfait. Parce que ça installe les SLAD comme quelque chose de plus inquiétant qu'un simple monstre. Le terrain, lui, doit rester simple. Pas trop d'effets aléatoires. Pas 3 portails. Pas une faille planaire qui change les règles à chaque round. Tu veux un décor clair avec un seul élément instable. Un hôtel humide où la réalité pulse. Une grange où les animaux refusent d'entrer. Une infirmerie où les soins ne semblent pas fonctionner correctement. Un seul élément étrange. Un seul problème principal. Une seule horloge. C'est comme ça que tu gardes le chaos lisible. Côté contre-jeu, les joueurs doivent pouvoir agir autrement qu'en tapant.
Ils peuvent isoler un infecté, brûler des restes, fermer une porte, retenir le tétard, chercher un guérisseur, comprendre une note de laboratoire, empêcher quelqu'un de transporter de la contamination jusqu'au village. À bas niveau, la victoire ne doit pas toujours être on tue le slad. La victoire, peut-être, on empêche que ça se propage. Et c'est beaucoup plus intéressant. Les erreurs à éviter ici sont très importantes. Première erreur, faire du slad rouge une machine à tuer. À bas niveau, il est souvent plus intéressant comme menace de passage que comme boss frontal. Deuxième erreur, cacher totalement l'infection. Les joueurs doivent sentir qu'il y a un problème dans le corps. Sinon, la conséquence ressemble à une punition. Troisième erreur, multiplier les couches de chaos trop tôt. Si tu mets l'infection, les portails, les serviteurs, le terrain instable et les gènes de contrôle dans la même scène, bas niveau, tu noies ta table. Quatrième erreur, croire que petit niveau veut dire petit enjeu. Au contraire, l'enjeu peut être énorme, mais le levier doit rester simple, comprendre, contenir, survivre. Le bas niveau avec les slads, c'est la peur de la contamination, pas la guerre ouverte contre les limbes. À niveau intermédiaire, tu peux commencer à jouer les slads comme de vrais adversaires de combat. Là, les personnages joueurs ont plus d'outils, donc ton rôle, c'est de casser cette routine. Et les slads sont, une fois de plus, excellents pour ça. Parce qu'ils attaquent plusieurs conforts à la fois. La régénération casse le confort du « on l'use petit à petit ». La résistance magique casse le confort du « je le neutralise avec un sort ». Les griffes infectieuses cassent le confort du « on se soigne après ». Le verre casse le confort du « on sait où est le danger ». Le terrain planaire casse le confort de « on maîtrise l'espace ». À ce palier, tu veux vraiment construire une rencontre de chaos tactique. Mais attention, pas une bouillie. Le bon schéma, c'est une pression frontale, une perturbation intelligente et un terrain qui complique les décisions. La pression frontale, ce sont les rouges ou les bleus. Les rouges cherchent à implanter une horloge, les bleus cherchent à rendre la récupération incertaine. Ils vont au contact, ils régénèrent, ils forcent les joueurs à gérer les griffes comme une priorité. Et derrière, tu ajoutes un slad vert. Le vert est la pièce qui rend le chaos intelligent. Il ne doit pas forcément être au centre. Il peut commencer déguisé ou observer avant le combat. Il peut lire une intention ou repérer un objet magique. Il peut aussi devenir invisible quand le groupe pense l'avoir coincé. Son rôle, c'est de casser le plan des joueurs au mauvais moment. Il se regroupe pour protéger un blessé, il punit le regroupement. Ils veulent contrôler le front, il fait peur ou disparaît. Ils pensent que la menace est seulement devant, pas de souci, il frappe depuis une autre direction. Ils veulent relever quelqu'un tranquillement, une fois de plus, pas de souci, il force une décision plus urgente. C'est là que les combats contre les slads deviennent très différents d'un combat classique. Le groupe ne peut pas juste dire « je tank devant, les lanceurs derrière ». On focus une cible, puis on soigne. Parce que tout dans la scène rend ce plan moins confortable. Et le terrain doit renforcer ça. Pas avec un hasard permanent, avec des zones qui forcent des choix. Un portail qui pulse à la fin de chaque round, ou une faille qui attire les créatures proches. Peut-être une zone où la magie réagit bizarrement. Ou encore une salle de laboratoire où des tétards peuvent être libérés par accident. Tu vois l'idée ? Le terrain ne doit pas voler la scène au monstre. Il doit rendre les décisions moins automatiques. À niveau intermédiaire, tu veux que tes joueurs se sentent compétents, mais bousculés. Ils ont des outils, mais ils doivent les utiliser proprement. Et c'est là que la rencontre devient bonne. Parce que chaque joueur peut avoir un rôle. Le guerrier ne fait pas juste des dégâts, il bloque le contact. Le voleur ne fait pas juste une attaque sournoise, il atteint le verre caché. Le lanceur de sorts ne fait pas juste du contrôle, il ferme une faille ou force une révélation. Le soigneur ne fait pas juste remonter les points de vie, il diagnostique, protège, priorise. Le combat devient une scène de gestion du chaos. Mais pour que ça marche, tu dois choisir la forme dominante. Ne fais surtout pas tous les slads possibles à la fois. Tu peux faire une rencontre contamination, rouge plus terrain qui accélère l'éclosion. Tu peux faire une rencontre récupération brisée, bleu plus pression sur les soins. Tu peux faire une rencontre infiltration, vert déguisé plus rouge qui surgissent quand le masque tombe. Tu peux faire une rencontre faille planaire, quelques slads, terrain instable, objectif de fermeture, mais tu ne dois pas tout mélanger sans hiérarchie. Une idée principale, une complication secondaire et un contre-jeu visible. À ce palier, les erreurs fréquentes sont différentes du bas niveau. Première erreur, faire un combat trop frontal. Si les slads se contentent d'avancer et de taper, tu rates leur capacité à casser la routine. Deuxième erreur, empiler trop d'effets chaotiques. Un combat compliqué n'est pas forcément un combat intéressant. Troisième erreur, oublier que les joueurs ont plus d'outils. À niveau intermédiaire, tu peux être plus agressif, mais tu dois aussi accepter qu'ils trouvent des réponses puissantes. Quatrième erreur, ne pas donner d'objectif autre que tuer tout le monde. Fermer un portail, extraire un infesté, empêcher une transformation ou exposer le ver infiltré. Tout ça rend la rencontre plus forte. À niveau intermédiaire, c'est le moment où la routine de combat commence à casser pour de vrai. Les joueurs ont encore l'impression de maîtriser Donjons et Dragons, et les slads viennent leur répondre « Très bien, maintenant maîtrisez ça ». Maintenant à haut niveau. Les slads ne doivent plus être seulement une rencontre, ils doivent devenir une crise. Parce que les personnages joueurs ont trop d'outils pour qu'un simple monstre frontal reste intéressant longtemps. Donc, si tu veux que les slads restent mémorables à haut niveau,
tu dois changer l'échelle. Tu ne prépares plus seulement un combat, tu prépares un système instable. Slade gris, slade funeste, gène de contrôle, serviteur, portail, fausse identité, faction terrorisée, hydre ou menace cachée, captif, plan de fuite, infection déjà en cours et surtout plusieurs façons de gagner. Le slade gris est parfait pour l'entrée haut niveau parce qu'il attaque l'information. Il peut être invisible, déguisé, contrôlé, gardien d'un seuil, faux allié, etc., etc., etc. Avec lui, la rencontre commence souvent avant que les joueurs ne sortent les armes. Qui est-il? Pourquoi obéit-il? Où est sa gemme? Est-ce qu'il veut tuer les personnages joueurs, les tester ou récupérer quelque chose? Est-ce que le vrai ennemi est le slade ou celui qui le tient? À haut niveau, c'est beaucoup plus intéressant qu'un échange de dégâts, parce que les joueurs peuvent faire autre chose que frapper. Ils peuvent enquêter, voler ou détruire la gemme, retourner le slade contre son maître, le libérer au pire moment ou refuser de le libérer parce qu'ils comprennent que ce serait pire. Et le slade funeste pousse ça encore plus loin. Lui ne devrait pas juste être le boss final dans la salle, il doit être le centre d'une crise ouverte. Il a des serviteurs, mais pas forcément des serviteurs loyaux. Certains obéissent par terreur, certains le détestent, certains veulent survivre, certains attendent juste qu'une faille apparaisse pour fuir ou trahir. Il peut négocier, mentir, promettre, changer d'avis, menacer ses propres troupes, chercher sa liberté, utiliser les personnages joueurs contre un autre maître, ou tout simplement abandonner tout le monde si une sortie planaire s'ouvre. C'est ça qui rend le haut niveau aussi passionnant. Tu ne demandes pas seulement aux joueurs « Pouvez-vous tuer ce boss ?», tu leur demandes quelle partie de cette crise allez-vous résoudre et quelle partie allez-vous laisser empirer. Parce que tout peut être un levier. La gemme de contrôle, les serviteurs terrorisés, les captifs contaminés, le portail vers les limbes, le maître qui contrôle le slade, le terrain qui cache une menace, la faction qui s'effondre si le funeste disparaît, la possibilité de libérer un monstre pour en arrêter un autre. À haut niveau, le combat contre un slade réussi doit avoir plusieurs axes de victoire. Tuer le slade, bien sûr, mais aussi fermer le portail, sauver les captifs, empêcher l'éclosion, etc., etc., etc. Le combat devient alors plus large que les points de vie. Et c'est indispensable, parce que les personnages joueurs haut niveau sont souvent très forts pour résoudre un seul problème évident. Donc tu ne leur donnes pas un seul problème évident, tu leur donnes une crise structurée. Pas confuse, structurée. Il faut que les leviers soient visibles. Qui contrôle, qui veut fuir, qui a peur, où est la sortie, qu'est-ce qui empire à chaque round, quel objet change la scène, quel serviteur peut être retourné, quel risque accompagne chaque solution. Le haut niveau fonctionne quand les joueurs comprennent qu'ils peuvent gagner de plusieurs manières, mais qu'aucune option n'est propre. Détruire la gemme libère le slade, garder la gemme permet de le contrôler, mais pose un problème moral et dangereux. Fermer le portail peut bloquer la fuite, mais piéger tout le monde avec le funeste. Sauver les captifs peut coûter le temps nécessaire pour empêcher l'évasion. Négocier peut donner une information, mais offrir au slade une occasion de trahir. C'est ça le chaos intéressant. Pas un effet aléatoire arrive, mais chaque solution a un prix. À haut niveau, tu peux aussi rendre le combat urbain. Et c'est très puissant avec les slades gris. Un slade gris dans une ville, ce n'est pas juste un monstre hors contexte, c'est une anomalie sociale. Il peut être dans une garde, dans l'entourage d'un mage, dans un hôpital où les premiers infectés arrivent, dans une prison où quelqu'un possède sa gemme, etc., etc., etc. Ainsi, la routine de tes joueurs change immédiatement. Ils ne peuvent pas juste tout brûler, ils doivent comprendre, isoler, protéger des civils. Et si le slade funeste est derrière, tu peux construire toute une opération. Des rouges et des bleus sèment l'infection, des verts infiltrent les institutions, des gris gardent les seuils importants, et le funeste cherche à ouvrir, contrôler ou fuir par une faille planaire. Là, les slades deviennent une vraie menace de campagne. Les erreurs à éviter à haut niveau sont très spécifiques. Première erreur, poser un seul gros slade dans une salle. Les joueurs vont l'identifier, le verrouiller, et le combat risque de devenir beaucoup moins intéressant que prévu. Deuxième erreur, confondre complexité et illisibilité. Tu peux avoir plusieurs leviers, mais chacun doit être compréhensible. Troisième erreur, oublier les objectifs alternatifs. À haut niveau, réduire les points de vie est rarement la seule chose intéressante. Quatrième erreur, jouer le funeste comme un chef discipliné. Il doit être dangereux, mais instable. Il doit pouvoir mentir, trahir, fuir, sacrifier ses alliés ou retourner la situation. Cinquième erreur, ne pas exploiter la gemme. À ce niveau, la gemme de contrôle peut être l'un des meilleurs objets dramatiques de toute la rencontre. Elle donne un objectif, un dilemme, une faiblesse et une possibilité de retournement. Le haut niveau avec les slades, c'est le moment où le chaos devient une architecture. Les personnages joueurs ne combattent plus seulement un monstre, ils entrent dans une situation qui peut se retourner dans chaque direction. Et c'est exactement ce que tu veux. Parce qu'un slade haut niveau réussi ne demande pas seulement est-ce que vous êtes assez fort, il demande est-ce que vous comprenez assez vite ce que ce chaos est en train de faire au monde autour de vous. Donc pour résumer, un bon combat de slade, ce n'est pas une grosse grenouille qui tape,
C'est un combat qui refuse de rester normal. Le corps régénère, la magie glisse, l'infection continue, l'identité ment, le terrain trahit, et parfois, la vraie victoire n'est pas de tuer le monstre, mais de comprendre qui tient sa gemme. N'oublie pas de t'abonner, liker et dis-moi en commentaire. Pour toi, le meilleur KO en JDR, c'est quoi? L'infection, l'infiltration ou le terrain qui part en vrille?